All right, soyez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Madame Samba Panza. Ms. Strauven, you still have the floor. Thank you, Mr. President. Rebonjour, Madame la Présidente. Je vais vous montrer, donc on a terminé juste avant à la pause sur le thème de justement cette demande de démission suite aux arrestations de certains éléments anti-Balaka en septembre-octobre 2014. Je voudrais vous montrer une lettre qui vous est adressée. Il s'agit de l'onglet 46 du bureau du procureur et le numéro c'est le CAR OTP 2092 1740. Il va s'afficher et justement donc je vais vous demander de lire la lettre. Et peut-être vous montrer la deuxième page, c'est très courte, la deuxième partie. Donc, ma première question, c'est donc, est-ce que vous reconnaissez ce document ou est-ce que vous vous en rappelez? Oui, je m'en rappelle parfaitement. Je l'avais reçu. Et donc, justement, ça explique en quelques lignes donc que Ngaya, il avait rejoint donc le mouvement justement pour donner des conseils aux leaders et anti-Balaka, justement dans le sens d'un retour à la normale ou à la paix et à la sécurité. Et il s'est rendu compte dans le troisième paragraphe qu'il a toujours fait l'objet des attaques sans fondement. Et il a été reproché constamment d'être à la solde des Français, soi-disant. Hein. Et donc il dit par rapport aux événements justement qui ont mené à la demande de votre démission, il dit que donc il y a eu des actes barbares qui ont été commis. Il va dire que, et ça c'est le dernier paragraphe de la première page, et je vais le lire, il dit « L'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville le 23 juillet 2014 a été ainsi violé sans que les voies de dialogue n'aient été épuisées. L'intensité des violences enregistrées ces derniers jours n'est pas du tout justifiée. » Et donc il va dire qu'il ne se reconnaît plus du tout à travers ces actes barbares et il va donc quitter, soi-disant, le mouvement. Avez-vous eu la chance d'en discuter avec M. Ngaya à l'époque? Non, pas du tout. Le jour de l'arrestation
de la tentative d'arrestation de M. Ngaïsona à la présidence, c'est avec Ngaya que j'ai changé. C'est Ngaya que j'essayais de convaincre pour qu'il ne puisse pas laisser les anti-Balaka s'emporter comme ils avaient promis si on arrêtait Ngaïsona. Donc vraiment, ça a été l'interlocuteur en ce moment-là dans l'intérêt de M. Ngaïsona. Donc il a toujours été assez modéré, mais pas au début. Hein. Au début, il était très, très dur, mais par la suite, je pense qu'il a compris le sens des actions qui peuvent ou ne pas être menées, et il était plus modéré. Mais je n'étais vraiment pas en contact avec M. Ngaya, sauf quand il y a des réunions avec tous les anti-Balaka. Donc, ce qu'on lui reproche, bon, on lui reproche par rapport à l'armée française, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Mais c'est vrai que j'ai eu cette lettre-là où il s'est retiré du mouvement anti-Balaka. Merci beaucoup. Je vais passer à autre chose et je vais vous montrer un autre document. Il s'agit de l'onglet 14 du bureau du procureur, car OTP 20015684. C'est un document de renseignement, donc il ne peut pas être montré au public. Et justement, je voudrais vous montrer la deuxième page, donc c'est-à-dire la page 5. Non, je me trompe, pardon. Non, je veux vous montrer la deuxième page, mais c'est la première page du document. Donc c'est la page 5684. Oui. Et donc c'est un document qui date du 17 novembre 2014, mais il parle d'un événement du 29 octobre 2014. Je vais vous laisser le temps de le lire. Mmh. Et donc, je voulais... donc, il s'agit d'un document de renseignement qui va affirmer qu'il y a eu une attaque sur la position du contingent congolais à PK9. Et le rapport va affirmer que les anti-Balaka évoluent vers une rébellion contre le pouvoir central dans la ville de Bangui et ses environs, car visant de plus en plus les symboles de l'État et celui des forces internationales. Et dans le troisième paragraphe, on va dire que cette nouvelle remobilisation des anti-Balaka intervient après l'échec de leur coup de force qui réclamait la démission de l'exécutif de transition et qu'ils ont trouvé de nouveaux prétextes pour justifier la reprise des armes. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Oui, monsieur le juge, pendant toute cette période, ça a été une période de forte tentative d'instabilité donc, de la transition. Et donc, manifestement, il y avait des objectifs politiques derrière cela, parce que si c'est des revendications des droits et de la situation des anti-Balaka, cela n'allait pas donner lieu à autant de mouvements dans la ville et dans les environs, demande de démission, attaque des institutions, attaque des symboles
de l'État, etc., c'était assez grave. Donc, c'était une période particulièrement difficile où les anti-Balaka ont été vraiment en première ligne de tentative de déstabilisation de l'État. Merci. Avez-vous à ce moment-là reçu des informations sur qui attaquait justement le contingent congolais à PK9? Je n'en ai plus souvenance, je suis désolée, j'en ai plus souvenance. Il n'y a aucun problème, ça fait quand même déjà 9 ans ou presque 9 ans ou plus. Je vais vous montrer par contre un autre document. C'est à l'onglet 12 du bureau du procureur. C'est CAR OTP 2001 5642. À nouveau, il s'agit d'un bulletin de renseignement, donc il ne peut pas être affiché au public. Et je vais vous montrer la deuxième page, c'est-à-dire la page 5643. On retourne un tout petit peu dans le temps, mais c'est pour avoir des informations sur PK9. Donc on retourne au mardi 24 juin 2014 et je vais vous laisser lire tranquillement ce qui se passe à Bangui. Donc c'est le troisième pas, non, un peu plus bas. Donc c'est mardi 24 juin 2014, Bangui. Et si on peut juste descendre. Donc ça commence avec le calme précaire et puis les tensions entre les anti-Balaka et les forces internationales. Et puis on parle de PK9. Si vous pouvez juste lire. Donc, la même question, est-ce que vous vous rappelez de cela en juin 2014? Oui, monsieur le juge, je me rappelle parfaitement de cette situation qui va dans le sens de ce que les anti-Balaka pendant toute la transition n'ont pas cessé de mener des actions de déstabilisation. Et ça, c'est pareil. Ils ont voulu prendre donc l'entrée du PK9 pour bloquer ainsi l'accès à la capitale. Donc, il y a eu des moments très difficiles d'échange avec les gendarmes, avec les forces internationales également. Et juste pour préciser, cet axe, donc PK9, c'était assez important parce qu'il y a une route qui passe par là vers le Cameroun, n'est-ce pas, où il y a tous les biens qui passent par là? C'est une sortie importante. Nous avons deux sorties à Bangui pour sortir ou arriver. C'est la sortie nord avec le PK10, PK12, PK11. Et puis nous avons la sortie sud PK9 qui va dans toute la zone sud-ouest de la République centrafricaine et où il y a pas mal d'activités commerciales, d'échanges avec l'intérieur du pays. C'est une porte d'entrée très importante. Si on la bloque, on bloque vraiment la capitale. Et la personne donc nommée Rambo, dont on fait référence dans le document, c'est bien Yekatom, n'est-ce pas? Oui, j'ai découvert qu'il s'appelait Yekatom bien après, quand il y a eu les dossiers de la CPI, mais on l'a toujours appelé Rambo. Et je le connaissais sous le nom de Rambo. Et donc, lui, c'était lui qui occupait justement cet endroit, donc PK9, mais y compris
la préfecture de la Lobaye et plus loin vers Boda, n'est-ce pas? Mr. President, Absolument. Well, Ms. Dimitri, what's... again, first, it's extremely leading. Second, it's not very difficult to ask the witness, do you know which area he was occupying, Yeah. rather than slipping Yeah, in the no, question, this is Boda. something, you know, I explained that this morning, and really in all openness and transparency. This is something you can, I said you have some leeway with your mode of question, but simply you can do it this way. And I understood from the last answer of Madame Samba Panza that she only later came to know who the real name and so on and so. So perhaps you can really you can pick up what Ms. Dimitri said, and you get probably the same information out of the witness. So it is sustained, so to speak, the objection. Donc, Madame la Présidente, saviez-vous donc sur quelle région Rambo ou Yekatom, hein, c'est la même personne, avait le contrôle en 2014, soi-disant? Des éléments d'information que j'avais, c'était la zone qui allait du sud de Bangui, avec la sortie donc sud sur la Lobaye, Lombelampoko, la Lobaye et toutes ces préfectures-là. Merci. Avez-vous entendu parler à cette époque-là de crimes commis par Yekatom ou Rambo, comme vous l'appelez? Oui, il m'a été rapporté ou par écrit ou par compte rendu verbal de ce qui se passait dans le sud et des activités et des actions menées par Rambo. Et indépendamment de cela, j'ai vu comme tout le monde dans des vidéos où il était mis en avant, donc, et où il parlait des actions qu'il menait. Donc, c'est comme ça que j'ai été réellement informée. Maintenant, je vais terminer la chronologie avec un dernier document. C'est à l'onglet 34 du bureau du procureur. Il s'agit de CAR OTP 2087 9110, donc l'onglet 34. Et peut-être, c'est un document assez long, mais si vous pouvez peut-être regarder la troisième page, c'est au numéro 9112. Si on peut descendre pour que le témoin puisse lire peut-être cette page-ci et la page suivante.
Donc si on peut passer à la page suivante, peut-être jusqu'au milieu, plus ou moins. Donc dès le début, comme ça, le témoin peut lire dès le début, donc d'en haut de la page jusqu'au milieu, plus ou moins. J'ai déjà lu. Merci beaucoup. And I think because that's really a lot of information to absorb for the witness. Please, your question. Donc juste pour commencer au début, il s'agit de, donc si on revoit le titre à la première page, d'un discours de monsieur le coordinateur général des Patriotes anti-Balaka, donc monsieur Ngaïsona, à l'occasion de l'annonce de la transformation du mouvement en organisation politique. Donc, est-ce que vous vous rappelez justement qu'effectivement, fin novembre 2014, Ngaïsona va transformer le mouvement anti-Balaka dans un mouvement politique appelé la Partie centrafricaine pour l'unité et le développement. Est-ce que vous vous en souvenez? Parfaitement, je m'en souviens. Et je me souviens également du contenu de son discours, qui n'est pas nouveau, qui reprend les mêmes termes, qui expriment toute l'amertume que M. Ngaïsona avait contre les autorités de transition. Je note par exemple le terme acharnement bestial de ma part. On parle d'ingratitude. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Alors que je vous ai démontré que nous nous rencontrions, que nous discutions, que nous essayons de voir dans quelle mesure on pouvait ensemble gérer cette période difficile, mais c'est toujours les mêmes termes qui viennent. Ingratitude, acharnement contre les anti-Balaka, non-reconnaissance des anti-Balaka, etc. Le discours n'est pas différent des autres documents que nous avons déjà examinés. Ça reprend exactement cela, et cela exprime toute l'amertume qui est ressentie par M. Ngaïsona. Merci beaucoup, c'est une réponse assez, très complète. Peut-être juste une question, est-il correct qu'à l'époque, donc, Ngaïsona va transformer les anti-Balaka dans une partie politique parce qu'il veut se présenter aux élections présidentielles? Écoutez, si on transforme une organisation en mouvement politique, tout le monde sait que l'objectif d'un parti politique, c'est l'accès au pouvoir. C'est la prise de pouvoir. Sinon, on va pas en politique, on reste organisation non gouvernementale. À partir du moment où on décide d'avoir une organisation politique, c'est pour la prise de pouvoir. Merci. Et comme vous l'expliquez très bien, donc il y a les mêmes reproches, soi-disant, hein, qu'on voit dans ce discours. Est-ce qu'il est correct qu'à ce moment-là, donc on est en novembre 2014, les crimes, hein, par exemple dans les enclaves, etc., les crimes continuaient même en novembre 2014 par les anti-Balaka contre la population musulmane? Oh, je pense que si on fait un recensement de ces crimes, de ces attaques, de ces représailles, peut-être pas à Bangui, mais à l'intérieur du pays, on peut retrouver encore des actions qui sont menées par les anti-Balaka. Merci beaucoup. Justement, je vais terminer mon interrogatoire en vous posant quelques questions justement sur les crimes. Vous avez déjà expliqué pas mal, ou vous avez déjà donné pas mal de détails par rapport aux crimes. Juste une première question sur les enfants soldats, et ça serait juste vraiment une question assez limitée.
lorsque vous étiez à Bangui en 2014, avez-vous vous-même observé des enfants soldats parmi les anti-Balaka? Le phénomène d'enfants soldats a été exploité par tous les partis, les groupes armés pendant ce conflit-là, aussi bien la Séléka que les anti-Balaka. J'ai vu un enfant soldat lors d'une manifestation des ex-Séléka. Ça, j'ai vu. Mais des anti-Balaka, enfants soldats, en ce moment-là, je ne peux pas dire que j'ai vu de mes yeux. Il n'y a aucun problème. Donc alors mon dernier sujet porte sur les enclaves. Hier, vous avez déjà expliqué que donc d'un côté la population musulmane de Mbaïki avait fui Mbaïki. D'un autre côté, vous avez expliqué que la population musulmane civile de Boda était enclavée. Hein, donc il y avait cette ligne rouge qui ne pouvait pas dépasser et vous avez décrit la situation à Boda comme une prison, je pense, ouverte. Prison à ciel ouvert, n'est-ce pas? Prison à ciel ouvert. Je pense que vous avez aussi parlé, si je ne me trompe pas hier, d'enclaves à PK5 et à Berberati. Est-ce qu'il est correct de dire que tout au long de 2014, donc tout au long de cette année-là, il y a eu des enclaves qui ont continué à exister dans certains villages, dans les provinces. Et je donne comme exemple donc Boda, par exemple, mais aussi PK5, par exemple. Il y a Loké, par exemple, Bossembele, Carnot, Berberati, etc. Donc, ils ont continué à exister tout au long de l'année 2014. Tout au long de l'année 2014. Je prends juste l'exemple de celui du PK5 de Bangui. N'eût été la venue du pape en novembre 2015 à Bangui, cette enclave continuait. C'est quand le pape est arrivé en visite à Bangui qu'il a été visiter l'enclave du kilomètre 5 qu'en venant au grand stade où nous avons organisé la manifestation pour le recevoir, il a pu venir avec une équipe de musulmans de l'enclave du kilomètre 5 et qui a permis par la suite cette libération. Mais jusqu'en novembre 2015, rien qu'à Bangui, l'enclave a continué à exister. Et donc, de façon générale, vous avez parlé de prison à ciel ouvert. Pouvez-vous décrire justement comment ces enclaves fonctionnaient, soi-disant? Ces enclaves pour une vie humaine, la nature humaine, un humain normal était inimaginable. Les personnes qui étaient dans ces enclaves n'avaient pas le droit de sortir. On interdisait qu'on leur livre l'alimentation nécessaire. Les commerçantes ne pouvaient pas venir vendre les marchandises pour permettre aux populations qui étaient à l'intérieur de s'alimenter. On les empêchait d'avoir également accès au contact avec les organisations humanitaires pour avoir un soutien. On les empêchait d'avoir de l'eau potable. On empêchait à ces enfants, aux enfants qui étaient à l'intérieur de ces enclaves, d'aller à l'école. On empêchait les personnes décédées qu'on les prenne, qu'on les enterrait ailleurs. On les enterrait à l'intérieur de l'enclave. C'était un cimetière également à l'intérieur de l'enclave. Il y avait une promiscuité telle que cela développait les maladies, cela développait les contagions. C'était inimaginable.
Et donc finalement, bon, dépendamment des enclaves, mais donc certains de ces enclaves, les musulmans dans ces enclaves ont finalement été évacués, n'est-ce pas? Donc, y compris à l'extérieur du pays. Il y a eu des négociations. Il y a eu des négociations avec... Les enclaves souvent étaient sous l'égide de religieux, de l'Église catholique, souvent, ou d'écoles catholiques. Et donc, les prêtres qui s'occupaient de ces enclaves-là ont négocié avec les forces internationales pour arriver à faire sortir donc certaines de ces personnes vers soit le nord, le nord-est, ou vers le Cameroun ou le Tchad. Mais pendant le transfèrement de ces personnes, on les attaquait. On attaquait les convois et on les tuait. On faisait descendre certaines personnes qu'on exécutait devant les autres. On séparait les enfants de leur maman. On exécutait souvent. Il fallait vraiment que les forces internationales interviennent, soient vigilants pour ne pas que ces convois soient attaqués. Et quand vous dites attaquer, vous parlez des attaques par les anti-Balaka, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, par les anti-Balaka. Et ces musulmans qui étaient dans ces enclaves, est-ce que c'était bel et bien des ressortissants de la République centrafricaine? Certains, oui, et d'autres, non. Vous savez, nous avons un pays où il y a beaucoup de populations mélangées. Donc, mais nous avons des musulmans centrafricains, des musulmans originaires de la région nord, de la région est, et qui sont musulmans, mais qui sont centrafricains. Mais les attaques des anti-Balaka étaient dirigées contre les musulmans, que ce soit des musulmans d'origine centrafricaine ou des musulmans venus et habitant la République centrafricaine, et étaient également dirigés là au niveau ethnique contre les Peuls. Les Peuls également faisaient l'objet d'attaques de la part d'anti-Balaka parce que les anti-Balaka ont considéré que les populations civiles musulmanes et les populations civiles Peuls ont fait un accueil facile aux anti-Balaka. Ils les ont aidés et qu'ils ont peut-être même été complices de certaines exactions. Et donc, c'était une représaille, une vengeance contre ces populations-là. Et dans leur demande, dans leur expression, ils disaient qu'il ne fallait plus qu'il y ait de musulmans en République centrafricaine. Il fallait que tous les musulmans de la République centrafricaine quittent. Il y a eu des endroits où des musulmans étaient établis depuis des décennies, accueillis comme centrafricains, comme fils de la région, etc., qui n'ont pas voulu partir. On a fini par les tuer. Et dans votre opinion, est-ce que il était opportun d'évacuer ces musulmans qui se retrouvaient dans ces enclaves? C'était très, très difficile. C'était une position très difficile et qui m'a causé beaucoup, beaucoup de difficultés en termes de décision à prendre. On laissait évacuer tous les musulmans de la République centrafricaine. C'est comme si on encourageait donc l'épuration religieuse, confessionnelle ou même ethnique avec les Peuls. On acceptait cela. Tous les musulmans repartaient ou vers le nord, ou vers le Tchad, ou vers le Cameroun, et c'est comme si on encourageait cette épuration. On les laissait partir également, on les exposait à des attaques également. Les maintenir dans leur zone d'enclave, c'était inhumain et c'était contre les règles de droit humanitaire également. C'était difficile comme décision, et en fonction des enclaves, j'essayais de discuter.
J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'Organisation internationale de la migration qui venait, et avec les Nations Unies qui venaient, qui mettaient les gens dans les camions et qui les sortaient. Je dis non, il faut le faire en accord avec les autorités. Ce sont des populations qui appartiennent à un pays. Vous avez beau être des organisations humanitaires, vous ne venez pas charger des gens comme des bêtes comme ça et les amener. Il faut qu'on se mette d'accord. Et moi, par exemple, au niveau du kilomètre 5, au niveau de Yaloké, je ne sais plus où, j'ai insisté pour que ces populations restent sur place et qu'on essaye de les protéger et de leur apporter l'aide nécessaire pour leur permettre une vie acceptable quand même. Au kilomètre 5, j'ai discuté avec les imams du kilomètre 5, avec les commerçants et les populations qui avaient chargé 30 véhicules qui devaient quitter la République centrafricaine le lendemain. J'ai reçu 10 imams chez moi à la résidence à 19h pour leur dire ne partez pas. Restez, je vais vous protéger. On va tout faire pour vous protéger. Ne quittez pas. Vous êtes les derniers bastions de musulmans au kilomètre 5 à Bangui. Si vous partez, nous allons être considérés comme un pays anti-musulman. Nous allons avoir la descente des Boko Haram. Nous allons avoir la descente des djihadistes. Puisqu'il n'y a plus de musulmans, on peut égorger toute la population centrafricaine. Je leur ai dit ça. Ils m'ont dit qu'ils ont fait des dépenses, qu'ils ont acheté des pneus, qu'ils ont fait des stocks, etc. et qu'ils vont être perdants. Je leur ai dit, je vais vous rembourser cela. Mais restez. Je leur ai remboursé. Et ils sont restés. Et cette petite population qui est restée, qui a permis quand même qu'il y ait des actions de cohésion sociale, de réconciliation nationale. Et peut-être une toute dernière question. Donc, vous avez décrit les circonstances quand même assez difficiles de la vie dans les enclaves. Est-ce que, et vous avez mentionné PK5, est-ce que c'était justement cette existence d'enclaves, les évacuations, les attaques des convois, etc., est-ce que c'était d'une notoriété publique? C'est-à-dire, est-ce que les gens à Bangui savaient que justement qu'il y avait cette existence d'enclave, y compris à PK5? C'était de notoriété publique. Tout le monde le savait. Et les gens attendaient les convois, le passage des convois pour attaquer donc ces convois-là. Beaucoup de gens dans la population centrafricaine étaient heureux de voir ces départs ou bien étaient heureux de voir ces personnes dans des enclaves. J'ai été surprise d'apprendre un jour, tout à fait par hasard, que l'eau courante continuait à être disponible dans l'enclave du kilomètre 5 et que des gens se sont organisés pour donner des ordres à la société d'exploitation de l'eau d'aller tout fermer. J'ai su ça, j'ai crié, j'ai dit que c'était inhumain. Et c'est après qu'on a essayé de rétablir, et même on a dû rétablir peut-être à 2 ou 3 endroits visibles. Et ça, c'était des notoriétés publiques. Donc, est-ce que je peux en comprendre que les chefs anti-Balaka aussi savaient que les enclaves continuaient en 2014 et même par la suite? C'est les chefs anti-Balaka qui maintenaient en l'état ces enclaves. Ms. Dimitri. I understand the prosecution has a case to present, but there's a time for pleading, there's a time to ask questions to a witness. You know, generalized question on did the anti-Balaka chiefs know which one? She can answer questions on her awareness of the enclaves, of what's happening, the horrible events in the enclave. And then the prosecution can argue their case rather than trying to... We can do it, we can do it a little bit differently. Madame Samba-Panza, did you discuss with the anti-Balaka leaders the situation of the enclaves during 2014? Au cours de mes rencontres avec les anti-Balaka, je n'ai pas manqué d'évoquer le sujet. On en a parlé.
D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure un document où M. Ngaïsona déclarait que si on avait associé les anti-Balaka à la gestion de ces enclaves-là, les résultats auraient été différents et que lui, il a envoyé une mission à Bouddha où les choses se sont passées autrement. Donc, les anti-Balaka savaient et on en discutait. C'était une préoccupation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'en ai terminé avec mes questions. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Alban. Ms. Masida, are there? I don't think there are a lot of questions because it Yes, Your Honor. seems that has been covered a lot. I think that my colleague, Ms. Rabesandatana, has few questions for this witness. Thank you. Then please, Ms. Rabasantana has the word. 10 minutes, 15 minutes maximum. You have the word. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Présidente. Je me présente. Je m'appelle Elisabeth Rabesandratana. Je suis avocate, représentante légale des victimes des autres crimes. C'est-à-dire notre équipe ne s'occupe pas des enfants soldats. Voilà. Nous représentons l'ensemble des victimes, sauf les enfants soldats. Voilà la signification de cette expression. Alors, d'accord. Vous avez parlé des enclaves et des conditions dans lesquelles vivait cette population civile musulmane. Ce matin, j'ai noté que vous avez parlé de Bouddha et en indiquant que c'était un exemple de cohésion sociale réussie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que vous entendez par cet exemple de Bouddha? Merci pour la question. Hier, je me suis longuement étendue sur la situation de Bouddha et sur les efforts qui ont été faits et par les autorités de la transition et par les humanitaires et par les ONG, les organisations des Nations Unies et par les forces internationales pour trouver une solution à la situation de Bouddha. Ensemble, nous avons essayé de voir quelle était la meilleure manière de ramener la cohésion sociale au sein de Bouddha. D'abord, accepter l'existence de populations différentes de la population locale, cela est important, sachant que Bouddha, les musulmans qui sont dans l'enclave de Bouddha, il y en a qui ont commis des exactions en tant que soutien à la Selika. Et donc, il y a également des envies de représailles de la part des populations locales envers les musulmans qui sont dans ces enclaves-là. Il était important de faire un exercice sur soi, sur eux, pour qu'ils puissent accepter la présence de cette population dans l'enclave et accepter de poser le pas d'un effort de vivre ensemble, de cohésion sociale. Il y a eu beaucoup de missions à Bouddha. Il y a eu l'implication des religieux. Il y a eu l'implication des autorités locales, des ressortissants de Bouddha. Nous avions des autorités qui sont ressortissants de Bouddha qui se sont impliqués. Nous avons des députés ressortissants de Bouddha qui se sont impliqués, qui ont mené plusieurs missions là-bas. Donc ça n'a pas été seulement une question des autorités de la transition, mais tous les ressortissants, toute la population, tous les intervenants se sont impliqués. Et donc on a essayé tout doucement d'amener ces gens à revivre ensemble. Et je vous disais qu'on a commencé par une activité financée par le programme des Nations Unies, qui est la création des marchés. Le marché avait été détruit, n'existait plus. On a rebâti un marché où au début c'était difficile, mais dans le marché, on arrive à vendre, on a pu obtenir que les musulmans puissent sortir, vendre certaines choses,
acheter certains produits également, et qu'il y a donc eu des échanges entre ces communautés, et finalement, petit à petit, il y a eu une certaine cohésion qui s'est établie. Elle n'est pas parfaite, mais quand même, elle a été faite. Je vous remercie. Concrètement, est-ce que, par exemple, il y a eu des restitutions de biens? Est-ce que les familles ont pu retrouver leur maison, par exemple? À Boda, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais nous avions, comme vous le savez certainement, élaboré une stratégie de réconciliation nationale vers novembre 2014 et qui fait une place importante à la justice transitionnelle. Et dans le cadre de cette justice transitionnelle, le gouvernement a pris l'engagement de protéger les populations, de protéger les biens des populations, d'essayer de leur ramener ce qui leur a été pris. Donc il y a toute une dimension de cette justice transitionnelle qui existe. On a mis en place la commission vérité, justice, réparation et réconciliation également. Dans cette stratégie, nous avons recommandé qu'il y ait donc la Cour pénale spéciale pour connaître des faits et des actes criminels qui ne relèveraient pas de la Cour pénale internationale. Donc, dans cette stratégie de réconciliation, le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements en direction des victimes et ça allait se faire progressivement. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Madame la Présidente, une dernière question sur Boda. Est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des reconstructions ou des réparations d'édifices, enfin de mosquées notamment, dans la zone, pendant votre période? Je ne suis pas en mesure de vous répondre, je n'en ai plus souvenance, mais je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Très bien, je vous remercie. Je vais aborder un autre thème qui concerne les personnes qui ont fui à l'étranger, que ce soit le Cameroun, le Tchad, le Congo. Y a-t-il eu, à votre connaissance, des mesures spécifiques qui ont été prises en faveur de ces personnes dans vos discussions, dans les dialogues, alors informels ou formels? Est-ce que le sort de ces populations transplantées était envisagé, des aides au retour, ou enfin, est-ce que ça faisait partie des discussions politiques, des réparations pour ces populations victimes? Tout à fait. Notre préoccupation concernait les populations à l'intérieur du pays et également à l'extérieur du pays. Dans le cadre justement de la justice transitionnelle et dans le cadre de la réconciliation nationale, vous savez qu'on a mis en place un processus à plusieurs étapes qui a commencé avec la réunion de Brazzaville. Après cela, on a entamé le processus de réconciliation qui devait commencer par les consultations populaires à la base, où des équipes devaient aller dans tout le pays et à l'extérieur du pays pour recueillir les attentes des populations et surtout leurs propositions de solutions de sortie de crise. Nous avons organisé des missions au Tchad, au Cameroun, au Congo, en RDC et en France, où les équipes ont rencontré ces populations avec lesquelles ils ont discuté pour avoir donc leurs attentes, et on a pris ça en compte dans les programmes qui ont été élaborés. Au moment des élections, puisque le but de la transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation d'élections
libre, démocratique et transparente. Nous avons tout fait pour que les populations qui sont à l'extérieur de la République centrafricaine, les réfugiés, soient sur les listes électorales et qu'ils puissent donc voter également, parce qu'il fallait leur reconnaître leurs droits de citoyens. Et ça, nous l'avons obtenu également avec l'appui du HCR, l'appui donc des Nations Unies qui nous ont aidés à aller auprès de ces populations-là. Ces deux exemples que je vous donne, juste pour vous dire que les populations réfugiées à l'extérieur n'ont pas été oubliées. Dans ce cadre, si vous voulez, quels étaient les souhaits de ces associations civiles de victimes musulmanes, ou des leaders de communauté, à votre connaissance? Monsieur le juge, vous serez surpris. Toutes ces personnes réfugiées à l'extérieur n'avaient qu'un souhait, revenir en Centrafrique. Et beaucoup ont commencé à revenir par d'autres moyens. Nous avions des pays comme le Mali, le Niger, le Sénégal, etc., qui ont envoyé des avions qui sont venus chercher leurs ressortissants pour les amener. Des ressortissants qui ont vécu en Centrafrique, qui sont nés en Centrafrique, qui ont des enfants en Centrafrique. Au bout de quelques mois, ils étaient tous, pratiquement tous, rentrés. Ceux du Cameroun qui ne pouvaient pas rentrer, c'est parce qu'ils avaient totalement tout perdu et qu'il leur était difficile de se reconstruire, de se reconstituer. Ceux du Tchad également. Mais ces victimes, quand ils ont été au Tchad et au Cameroun, par exemple, étaient considérés comme des étrangers. On les mettait dans des camps de réfugiés où ils n'avaient plus aucun lien avec le pays d'où ils venaient. Et donc, ils se sentaient étrangers et ils avaient tous envie de revenir. Et ce sera ma dernière question. Par rapport à ces tentatives de cohésion sociale que vous avez portées pendant votre mandat, toutes ces espoirs pour construire une culture de la paix, pensez-vous que tous ces efforts ont porté leurs fruits pour la population civile musulmane? Déjà, je voudrais relever une chose. Les efforts de cohésion sociale ont été faits avec certains anti-Balaka qui se sont impliqués dans les actions de cohésion sociale. J'ai un exemple, l'anti-Balaka Wenezui s'est beaucoup impliqué dans les efforts de cohésion sociale. Je vous disais que dans les enclaves musulmanes, on enterrait les morts musulmans dans les enclaves. Au PK5, par exemple, il y avait un cimetière musulman, pas loin de l'enclave musulmane. C'est avec l'appui des anti-Balaka qu'on a pu tracer un chemin, un accès au cimetière musulman pour permettre donc l'inhumation de ceux qui décédaient dans ces enclaves-là ou qu'on transférait les corps dans ce cimetière-là. Au niveau de certains quartiers, il y a eu beaucoup d'efforts de cohésion sociale, y compris avec certains anti-Balaka. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une forte population musulmane au kilomètre 5 et qui commence à revenir dans certaines régions. Le kilomètre 5 est le poumon économique de la République centrafricaine, mais surtout de Bangui. Vous avez tous les musulmans qui y sont et qui vivent à côté des Centrafricains, des nationaux ou d'ex-anti-Balaka. Il y a eu beaucoup d'efforts de ce côté-là et tout doucement, les plaies commencent donc à se cicatriser et il commence à y avoir donc l'acceptation des uns et des autres pour un vivre ensemble, un revivre ensemble.
Monsieur le Président, j'en ai terminé. Thank you very much, Ms. Rabesandratana, and special thank you, Madame Witness, Madame Samba Panza. This is it for you today, but we, as you know, we reconvene tomorrow. Mr. Seprun, do you have questions? Yes, Mr. President. In fact, I'm hesitating a bit because the witness mentioned that child soldiers were present in both groups, the Seleka and Anti-Balaka. My intention. I have read really with regard to, I think the answer with regard to the Anti-Balaka was clear that she does not have, that she cannot say something with regard to a specific person. So I'm sorry, just if I may, Mr. President, just have a look again what the witness stated. She said that the child soldiers were present in both groups, Seleka and Anti-Balaka, but she personally did not see any. You can only ask her about the sort of information. I think. Yes. Of course, I always allow that. We will have. I don't think that the witness will have immediate information, but you can ask her, of course. She said that, and you can refer to that, and this question I allow, so you can put it to her. Thank you, Mr. President. Bonjour Madame Samba Panza. Bonjour. Je m'appelle Dimitro Soproun et je représente le groupe des victimes qui sont des anciens enfants soldats des Anti-Balaka. Vous avez dit tout à l'heure que le phénomène d'enfants soldats a été exploité parmi les partis, les groupes armés pendant ce conflit-là, aussi bien par la Seleka que les Anti-Balaka. Mais vous avez dit que vous n'avez pas vu un enfant soldat dans le groupe Anti-Balaka, mais seulement dans le groupe Seleka. Ma question est la suivante. Est-ce que vous aviez la connaissance, lorsque vous avez eu discussion dans le cadre de votre gouvernement, ou bien dans le cadre de vos discussions avec l'UNICEF, est-ce que vous aviez connaissance de la présence des enfants soldats dans le groupe Anti-Balaka? Mr. President, Ms. Dimitri, respectfully, I object to the question. My understanding of the role of the legal representative of victims is to present views and concerns, the suffering, the harm. We're adding, if I may finish, Mr. President. I know what you want to say. We're adding. It's again the role, a second prosecution by adding evidence, prejudicial perhaps, and in light of the conduct of the proceedings, I object to the question. Yeah, well, and we don't discuss that further, Mr. Seprun. I have already given you the floor to ask a question, and you modified a little bit. So the thing that we can do in such situations is always that the presiding judge is putting a question to Madame Samba Panza. It's now the presiding judge taking over. You have said that there were, according to your knowledge, child soldiers in both groups. What was your source of information there? This is a question I think that nobody would complain upon. Monsieur le Président, la question qui m'avait été posée tout à l'heure me demandait si j'avais vu des enfants soldats dans les groupes armés. M'a demandé si j'avais vu. J'ai dit que j'ai vu pour les ex-Seleka, j'ai pas vu pour les Anti-Balaka, vu. Mais je suis au courant de l'utilisation par les groupes armés des enfants soldats. J'ai travaillé avec l'UNICEF. Nous avons préparé, nous avons organisé la signature d'accords de désengagement des enfants soldats des groupes armés dans le cadre des accords que nous avons eus au niveau national. Il y a eu un certain nombre d'enfants soldats qui ont été retirés par l'UNICEF et qui ont été remis aux organisations humanitaires pour s'occuper de ces enfants soldats-là. C'était une question différente qui m'avait été posée, mais les enfants soldats existaient bien. Nous avons même organisé en prélude au forum
de réconciliation de Bangui, le forum de Bangui, un forum rien que pour les enfants, et où la question des enfants soldats a été abordée. Donc, ma réponse était une réponse à une question directe si j'avais vu des enfants soldats. Mais maintenant, est-ce que je suis au courant de la situation des enfants soldats en République centrafricaine? Ça, oui. Et des choses ont été faites. Il y a eu des accords pour désengager, que les groupes armés ont signés pour se désengager de l'utilisation des enfants soldats. Et je pense que l'avocat, certainement, pense à cela. Mr. Seproun, that is more information we don't get from this witness. And it's sure that Ms. Dimitri will have, I think, not many questions with regard to the involvement, the direct involvement of the witness. But this is, and I have also read, as I said, all the former statement of the witness during the investigation phase. There is not more in it with regard to child soldiers. Mr. President, if I may, I have just 2 questions in relation to the role of the state in the rehabilitation and reinsertion of the That is something different that you can always ask. Thank you. Yes. Madame Samba Panza, j'ai une autre question. Est-ce que, à l'époque, lorsque vous étiez présidente de la transition, le gouvernement centrafricain a joué un quelconque rôle dans le processus de réhabilitation et de réinsertion sociale des anciens enfants soldats? Oui. Le gouvernement centrafricain a joué un rôle en partenariat avec les organisations humanitaires des Nations Unies qui nous appuyaient et qui nous accompagnaient. Nous avons joué un rôle, nous avons été aux côtés de toutes les décisions, de toutes les mesures qui ont été prises dans l'intérêt des enfants soldats. Et merci. Et j'ai toute dernière question. Sur la base de votre expérience à haut niveau de la République centrafricaine et aussi en tant qu'activiste de droits de l'homme, selon votre expérience et à votre avis personnel, quelle est la meilleure façon pour assurer, ou bien au moins pour contribuer à la réconciliation des anciens enfants soldats avec leurs communautés respectives? C'est une question pour moi difficile à vous répondre comme ça. Un point de vue général, il m'est difficile de vous répondre comme ça. Nous avons mis en place toute une stratégie à tous les niveaux que nous soutenons, mais je ne peux pas vous répondre comme ça. Mais les enfants soldats, il est important déjà de les réinsérer dans leur milieu familiaux. Déjà, c'est très important. Souvent, c'est des enfants qui sont en rupture avec leur milieu d'origine, avec leur famille. Donc, il est important déjà de les réconcilier avec leur famille. Ensuite, il est important également de leur assurer un minimum d'éducation de base. Une prise en charge communautaire également est très importante parce qu'à l'époque, c'est la communauté qui gérait les enfants avant la famille. Maintenant, les enfants sont abandonnés et par la famille et par la communauté. Donc, je pense qu'il est important également de revoir les valeurs qui sous-tendent donc la vie en communauté. Je vous remercie beaucoup de vos réponses, Madame. Monsieur le Président, j'ai terminé. Thank you, Mr. Seproun. So this also concludes the questioning for today and the hearing. I have 2 things to mention. For Friday, for internal reasons, we can only start at 10:30 and have two-hour sessions from 10:30 till 12:30 and from 14 until 16. We of course reconvene tomorrow at 9:30. If there is any problem with finishing on Friday, we would be inclined to shorten lunch breaks and perhaps extend tomorrow. Because on Friday, as you have heard, we could also extend on Friday. But what I want to express by that is that the defense will have the time it needs for the questioning, both defense teams, if you want to question. On another issue, the last witness that we could not hear for the technical reasons, the last victim from the victims,
It's not foreseeable when we can do that, but it's clear that we can't do it next week. So just as an information for everyone. So we have to, I think I talked with one or the other of the parties already. We have to fit it in, and we do it like always. We talk with each other and say when we can do it. So it's for at the moment it's not possible. Ms. Nasida, do you have other information? I can inform the chamber of what I have been informed of. I suppose the chamber is already informed, but just to be all on the same page, I had a discussion with the core management session last week. It is my understanding that the full reestablishment of the internet connection will be by the 1st of November. Meanwhile, we have also verified with the Victim and Witnesses Unit if there was any other option to bring the witness somewhere, or any option that they could suggest, and apparently they have none. So the only option at the moment remain to have the witness testifying from that original location where the witness should have been testified. That said, on our side, we will be willing to reconvene at any time in November, which is convenient for the parties and the chamber, of course. Yeah, but there are also issues. There are also issues in November. We can discuss that then. So, but if for whatever reason a small wonder occurs and we could have the witness next week, it would be, of course, good. We would appreciate that, but it's not only up to us. Yeah. Just a small precision on this. For us, November is a little tricky due to missions. Okay, I understand. So, as I said, we will do that in mutual understanding. Madame Samba-Panza, this does not. Madame Samba-Panza, there is obviously a misunderstanding. This does not concern you. Madame Samba-Panza, Madame Samba-Panza, D'accord. Yeah. So, I want to make you happy. So it's not concerning you. We are talking about another witness. So just before we finish, we were just taking on this issue. So I would like to thank you on behalf of the chamber that you have testified today. We conclude the hearing for today. Reconvene tomorrow 9:30. Rise for your